Le PDG millionnaire se fige en voyant une humble mère jouer au piano, dans un restaurant, la même chanson qu'il avait autrefois apprise à son premier amour. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le restaurant Saphir rayonnait d'une élégance discrète ce soir-là. Un éclairage bleu tamisé se reflétait sur les verres en cristal, des conversations feutrées étaient ponctuées de doux rires occasionnels et du cliquetis subtil de l'argenterie fine contre les assiettes en porcelaine. C'était le genre d'établissement où des empires commerciaux changeaient de main autour d'un dessert et d'une coupe de champagne, où l'élite de la ville venait non pas pour être vue, mais pour mener ses affaires à l'abri des regards indiscrets. Nathan Reynolds était assis seul à sa table d'angle, son costume bleu marine sur mesure le distinguant même au sein de cette assemblée des nantis de la ville. À 30 ans, il avait déjà accompli ce que la plupart des hommes passaient leur vie à poursuivre, transformant l'entreprise technologique familiale en difficulté en Reynolds Innovation, désormais évaluée à des milliards. Ce soir aurait dû être une célébration. La fusion Anderson était enfin conclue après des mois de négociations. Pourtant, alors qu'il parcourait les détails du contrat sur sa tablette, Nathan ressentait ce vide familier que le succès ne parvenait jamais à combler. Son reflet le fixait depuis la vitre assombrie, mâchoire carrée, yeux bleus intenses que les magazines financiers qualifiaient de calculateurs, et cheveux châtain clair coupés avec précision pour projeter l'autorité. L'image de la réussite est profondément seule. Un autre malin, Monsieur Reynolds. Le serveur apparut silencieusement à son coude. S'il vous plaît, acquiesça Nathan sans lever les yeux. Puis, cela arriva. Les premières notes flottèrent à travers le restaurant, hésitantes d'abord, puis gagnant en assurance. Une mélodie au piano si étrangement familière que les doigts de Nathan se figèrent en plein geste. Il eut le souffle coupé tandis que la musique le transportait instantanément 13 années en arrière. Impossible. Lentement, il se tourna vers la petite scène dans le coin, où se trouvait un piano à queue crapaud. Une femme y était assise, le dos droit, ses cheveux sombres tombant en cascade sur ses épaules. Son uniforme de serveuse contrastait avec l'élégance de sa posture, tandis que ses doigts dansaient sur les touches avec une précision experte. Ce n'était pas n'importe quelle mélodie, c'était sa mélodie. La composition qu'il avait écrite à 17 ans pour une fille aux yeux marron chaleureux qui lui avait fait croire en quelque chose au-delà des tableurs et des marges bénéficiaires. La pièce sembla vaciller lorsque la serveuse se tourna légèrement, son profil devenant visible dans la douce lumière. Ses mêmes yeux, maintenant concentrés sur les touches. La même courbe douce de sa joue. La même petite cicatrice près de son sourcil, souvenir d'une chute d'enfance. Sophia. Sophia est. Le verre dans la main de Nathan trembla imperceptiblement tandis que 13 années s'effondrèrent en un instant. Son premier amour. La fille qui avait disparu sans laisser de traces. La seule personne qu'il avait connue avant qu'il ne devienne l'homme d'affaires impitoyable célébré dans les revues financières. Et elle jouait leur chanson. La mélodie qu'il avait composée pour elle, dans le dernier endroit où il se serait attendu à la trouver. Alors que les dernières notes flottaient dans l'air, Sophia ouvrit les yeux, balayant le restaurant du regard. Pendant une seconde où son cœur s'arrêta, son regard croisa le sien à travers la pièce. La reconnaissance dans ses yeux fut immédiate. Le choc aussi. Et autre chose. Quelque chose qui noue à l'estomac de Nathan, la peur. Nathan ? On dirait que tu as vu un fantôme. La voix d'Eric Matthews coupa court à la transe de Nathan. Son assistant de direction et plus vieil ami posa 2 verres de scotch, son regard suivant celui de Nathan jusqu'à la pianiste qui venait de disparaître derrière une porte marquée personnelle. Je crois que oui, répondit Nathan, la voix inhabituellement mal assurée. Eric étudia le visage de son ami. La même expression qu'il n'avait vue qu'une seule fois auparavant, 13 ans plus tôt, lorsque Nathan était revenu de son premier semestre à Oxford, anéanti d'apprendre que Sophia avait disparu sans laisser de traces. Attends, c'était elle ? La fille de l'époque ? Eric se pencha en avant, baissant la voix. Sophia ? Nathan acquiesça, incapable de détacher son regard du banc de piano désormais vide. Elle jouait notre chanson, Eric. Celle que j'ai écrite pour elle. Après tout ce temps. Eric siffla doucement. Ça ne peut pas être une coïncidence. Elle m'a vu. Les doigts de Nathan se resserrèrent autour de son verre. Et elle avait l'air effrayée. Eric travaillait aux côtés de Nathan depuis plus de 8 ans, témoin de sa transformation, du diplômé d'école de commerce brillant mais idéaliste au PDG calculateur dont les tactiques en salle de conseil lui avaient valu le surnom des architectes pour sa capacité à construire et déconstruire des empires industriels. Pourtant, à cet instant,
Eric revoyait des bribes du jeune homme qui composait autrefois de la musique et récitait de la poésie, la personne que Nathan avait méthodiquement enfouie sous les tableurs et les acquisitions. « Tu dois lui parler » dit fermement Eric. « Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire » ricana Nathan. « Désolé d'avoir disparu de ta vie. C'est elle qui est partie sans un mot. »« Vraiment » Eric haussa un sourcil. « Tu m'as dit que tu lui avais envoyé des lettres. As-tu jamais eu la confirmation qu'elle les avait reçues » Nathan se tut. La vérité, c'est qu'il n'en avait jamais eu la certitude. Lorsqu'il était revenu d'Oxford pour les vacances d'hiver cette année-là, impatient de revoir Sophia, il avait découvert qu'elle avait quitté son emploi à la bibliothèque et déménagé. Ses appels restaient sans réponse, ses lettres lui revenaient sans mention. Finalement, sa mère l'avait convaincu que c'était pour le mieux, une amourette d'université n'aurait de toute façon pas duré. « Ça fait 13 ans que tu regrettes de ne pas l'avoir retrouvée », continua Eric, la voix douce mais insistante. « Maintenant, elle est littéralement à 6 mètres. Si tu sors d'ici sans lui parler, tu le regretteras pendant 13 ans de plus. » Les yeux de Nathan filèrent vers sa montre, un geste machinal qui fit soupirer Eric. « Le monde ne s'écroulera pas si le grand Nathan Reynolds prend une soirée de congé de son poste de PDG, dit Eric en repoussant sa chaise. « Je m'occuperai de l'appel Miller demain. Considère ça comme mon cadeau d'anniversaire pour 8 ans à supporter ton addiction au travail. » Avant que Nathan ne puisse protester, Eric se leva. « Je pars maintenant, ce qui signifie que tu as l'excuse parfaite pour rester. Découvre ce qui s'est passé, Nathan. Parce que quoi que ce soit, il désigna le piano, ce n'était clairement pas ce que tu pensais. » Après le départ d'Eric, Nathan resta figé sur son siège, le scotch intact se couvrant de condensation sur la table. Son esprit s'emballa, envisageant toutes les possibilités, reconstruisant les derniers jours avec Sophia avant son départ pour Oxford. Les promesses faites, les avenirs planifiés. Qu'est-ce qui avait changé? Et pourquoi jouaient-elles leurs chansons ce soir, de tous les soirs? La porte du personnel s'ouvrit et Sophia apparut, vêtue de ses habits de ville, un jean foncé et un simple pull bleu qui lui allait, étrangement, mieux que les tenues de créateurs qui peuplaient le restaurant. Elle parla brièvement au maître d'hôtel, puis se dirigea vers la sortie. Sans décision consciente, Nathan se leva. 13 années de questions le propulsèrent en avant alors qu'il suivait la femme qu'il avait autrefois connue mieux que quiconque. Avant l'argent, avant le pouvoir, avant qu'il n'ait enfermé les parts de lui-même qui ne pouvaient être quantifiées sur un bilan comptable. Nathan s'arrêta à l'entrée du restaurant, regardant Sophia resserrer son manteau contre le froid du soir. Son cœur martelait dans sa poitrine, une sensation étrangère pour un homme qui restait de marbre lors de négociations à plusieurs milliards de dollars. Et si elle ne voulait pas me voir? Cette pensée le glaça sur place. 13 ans avaient transformé la timide étudiante en musique dont il était tombé amoureux en une femme qu'il reconnaissait à peine. Il y avait une dignité tranquille dans sa façon de se tenir maintenant, une résilience durement acquise qui n'était pas là auparavant. Et si elle était mariée? Ses yeux filèrent vers sa main gauche. Pas d'alliance, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait personne qui l'attendait chez elle. Pire encore, et si elle me détestait de l'avoir abandonnée? Tandis qu'il hésitait, la mélodie qu'elle avait jouée résonnait dans son esprit. Il se souvenait de l'après-midi d'été où il l'avait composée, assis à côté de Sophia au piano à queue dans le manoir vide de sa mère. Les fenêtres étaient ouvertes, une brise chaude apportant l'odeur des gardénias du jardin en contrebas. « Rejoue là », avait murmuré Sophia, ses doigts suivant timidement les siens sur les touches. « Montre-moi comment va la partie du milieu. » Il pouvait encore sentir la chaleur de son épaule contre la sienne, voir la concentration dans ses yeux alors qu'elle apprenait les notes, entendre son rire lorsqu'elle butait sur un passage difficile. « Tu es une musicienne née », lui avait-il dit. « Je suis une serveuse qui range des livres à la bibliothèque », l'avait-elle corrigé, mais ses yeux brillaient de détermination. Mais un jour, Nathan déglutit péniblement à se souvenir. Un jour. Ils avaient fait tant de plans pendant ces après-midi volés. Elle étudierait la musique pendant qu'il serait à Oxford. À son retour, ils construiraient une vie ensemble, une vie où son talent s'épanouirait aux côtés de ses ambitions commerciales. Qu'était-il advenu de ses rêves? La dernière conversation qu'ils avaient eue tournait dans son esprit comme un enregistrement usé. « Je t'écrirai chaque semaine », avait-il promis à l'aéroport. « Et je serai de retour pour les vacances de Noël. »« Je t'attendrai », avait-elle répondu, des larmes brillant dans ses yeux. « Ne m'oublie pas au milieu de toutes ces Anglaises sophistiquées. » Il avait ri, l'embrassant une dernière fois avant d'embarquer. « Impossible.
Mais quand il était revenu 3 mois plus tard, elle était partie. Pas d'adresse de suivi, pas d'explication. Juste l'écho creux des questions sans réponse. Et maintenant, après 13 ans à construire des murailles impénétrables autour de son cœur, elle avait percé ses défenses avec rien de plus qu'une mélodie. Sophia héla un taxi sur le trottoir, et Nathan sut que l'occasion allait lui échapper. S'il la laissait partir maintenant, il pourrait ne jamais trouver les réponses qu'il avait passé des années à prétendre ne pas chercher. Prenant une profonde inspiration, il sortit dans l'air frais de la nuit et appela son nom. Sophia. Elle se tourna, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus complexe, la reconnaissance mêlée à ce qui ressemblait à de la peur. Un instant, il crut qu'elle allait l'ignorer, s'échapper dans le taxi qui attendait. Au lieu de cela, elle congédia le taxi d'un geste de la main et se tourna pour lui faire face pleinement. « Bonjour, Nathan. » Sa voix était assurée, mais ses jointures blanchirent alors qu'elle serrait son sac à main. « Je me demandais si tu me reconnaîtrais. »« Tu jouais notre chanson » répondit-il simplement. « Je la reconnaîtrais n'importe où. » Une ombre passa sur son visage. « Je ne m'attendais pas à te voir ici ce soir. »« Ni moi toi. » Il fit un pas prudent en avant. « Ça fait longtemps. »« 13 ans, 2 mois, » dit-elle, sa précision le prenant au dépourvu. « Et maintenant, tu es important. » La façon dont elle le dit, sans admiration ni ressentiment, juste comme un constat, le laissa étrangement vide. « Sophia, commença-t-il, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu » Elle leva la main, arrêtant ses mots. « Pas ici. Pas maintenant. »« Ton service est terminé ?» demanda Nathan, essayant de garder une voix décontractée malgré la tempête d'émotions qui menaçait de le submerger. Sophia acquiesça, jetant un coup d'œil à sa montre. « Je viens de finir. Je ne joue du piano que le jeudi soir, après mes heures habituelles. »« Juste le jeudi ?» La question avait plus de poids que ces simples mots ne le suggéraient. « Oui. » Elle évita son regard. « Le jeudi, c'est quand tu m'as appris à jouer pour la première fois. » La signification n'échappa pas à Nathan. Elle se souvenait non seulement de leur chanson, mais aussi du jour spécifique de leur leçon. D'une certaine manière, cela rendait le fossé de 13 ans entre eux à la fois plus large et plus étroit. « Pourrions-nous parler ?» demanda-t-il. « Juste quelques minutes. » Sophia hésita, ses yeux balayant la rue comme si elle cherchait une issue. « Je dois rentrer chez moi. »« Je peux te conduire » offrit-il immédiatement, puis remarqua son expression. « Ou pas. Un café, alors ? Il y a un endroit au coin de la rue qui est encore ouvert. » Elle semblait mener une bataille intérieure, son sang-froid vacillant pour la première fois. « 5 minutes, concéda-t-elle finalement. C'est tout ce que je peux accorder. » Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit café niché entre des boutiques haut de gamme. Nathan remarqua comment Sophia maintenait une distance prudente entre eux, les bras croisés en signe de protection sur sa poitrine. L'intimité facile qu'ils avaient autrefois partagée avait été remplacée par un mur invisible qu'ils ne pouvaient franchir. À l'intérieur, Nathan commanda 2 cafés tandis que Sophia s'installait à une table d'angle, loin des fenêtres. Le café était presque vide à cette heure, un jazz doux jouant sur des haut-parleurs cachés. « Tu as réussi » dit-elle lorsqu'il revint avec leur boisson. « J'ai vu ton nom dans les pages économiques. Reynolds Innovation, confirma-t-il. Nous avons considérablement grandi au cours de la dernière décennie. Félicitations. » Le mot sonnait creux. « Et toi ?» demanda-t-il. « En dehors de jouer au saphir ?» Une lueur de quelque chose, fierté, défi, traversa son visage. « J'ai 3 emplois. Le restaurant paie les factures. J'enseigne le piano à des enfants le week-end. Et je termine enfin mon diplôme de musique. » C'est impressionnant, dit-il sincèrement. C'est nécessaire, corrigea-t-elle, une pointe d'acier dans la voix. Nathan sentit qu'il y avait plus dans son histoire, beaucoup plus. Mais il ne pouvait ignorer la question qui le hantait depuis 13 ans. « Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir ?» Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les tempérer. La main de Sophia se figea alors qu'elle allait prendre sa tasse de café. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, contenaient un mélange d'incrédulité et de colère longtemps enfoui. « C'est ce que tu penses qu'il s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi d'autre ? Je suis revenu d'Oxford pour les vacances de Noël et tu étais parti. Pas de mots, pas d'adresse de suivi. Mes lettres ont été retournées non ouvertes. »« Tes lettres » répéta-t-elle, la voix teintée de confusion. « Nathan, je n'ai jamais reçu de lettre de toi. »« J'ai écrit chaque semaine pendant des mois, insista-t-il.
Quand je ne pouvais pas te joindre par téléphone, je les envoyais à ton appartement. L'expression de Sophia passa de la confusion à une compréhension naissante, puis à quelque chose de plus sombre. Et que t'a dit ta mère quand tu lui as posé des questions sur moi? La mention de sa mère prit Nathan au dépourvu. Elle a dit que tu avais tourné la page. Que tu avais laissé un mot à la bibliothèque disant que tu déménageais hors de l'État pour des raisons personnelles. Un rire amer échappa à Sophia. C'est ce que Victoria t'a dit? L'utilisation du prénom de sa mère, prononcée avec un mépris à peine voilé, glaça Nathan. Quelque chose clochait. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il, son café oublié. Sophia se pencha en avant, sa voix tombant à un quasi-murmure. Ta mère est venue me voir, Nathan. Juste après ton départ pour Oxford. Elle m'a fait comprendre très clairement que tu n'avais aucun avenir réel avec une fille de mon milieu. Comme elle l'a dit. Quoi? La voix de Nathan monta brusquement, attirant un regard du barista. Ce n'est pas tout. Sophia le regarda fixement. Elle m'a dit que tu étais d'accord, que ce n'était qu'une amourette d'été. Que tu ne voulais pas être lié par des engagements qui interféreraient avec ton avenir prometteur. Le monde de Nathan bascula. C'est impossible. Je n'ai jamais rien dit de tel, je ne l'ai pas cru au début, admit Sophia. Mais ensuite, les semaines ont passé sans un mot de toi. Pas d'appel, pas de lettre. Finalement, elle haussa les épaules, le geste ne parvenant pas à masquer la douleur sous-jacente. Finalement, j'ai dû accepter que c'était vrai. Mais ce n'était pas vrai, insista Nathan en se penchant en avant. J'ai appelé ton numéro des dizaines de fois. Je t'ai écrit des lettres chaque semaine. Quand je suis revenu pour les vacances de Noël, ton propriétaire a dit que tu avais déménagé sans préavis. L'expression de Sophia s'adoucit légèrement. Ta mère a été très minutieuse. L'implication flottait entre eux comme une présence physique. Nathan passa une main dans ses cheveux, l'esprit confus à l'idée que sa mère, la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, avait délibérément saboté sa relation avec Sophia. Pourquoi aurait-elle fait ça? Demanda-t-il, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse. Tu étais un Reynolds, dit Sophia simplement. J'étais une étudiante boursière travaillant à temps partiel à la bibliothèque pour payer mon loyer. Faites le calcul. La différence de classe n'avait jamais compté pour Nathan, mais elle avait clairement compté pour Victoria Reynolds, dont la lignée familiale et le statut social avaient toujours été des points de fierté féroce. Je suis désolé, dit-il, les mots terriblement inadéquats pour les années perdues. Sophia acquiesça, acceptant ses excuses mais ne l'absolvant pas. Il ne s'agissait pas seulement de moi, Nathan. Quelque chose dans son ton le figea. Que veux-tu dire? Elle prit une profonde inspiration, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café intacte. Il y avait une autre raison pour laquelle ta mère était si déterminée à nous séparer. Nathan attendit, un sentiment croissant d'effroi s'accumulant dans son estomac. J'étais enceinte. 2 mots. Juste 2 simples mots qui ébranlèrent les fondations de la vie soigneusement construite de Nathan. Enceinte, répéta-t-il, hébété. Oui. Tu avais un? Il ne put finir la phrase. Un fils, compléta Sophia, observant attentivement sa réaction. Il s'appelle Thomas. Il a 12 ans. Le calcul n'était pas difficile. J'ai un fils, murmura Nathan, les mots lui semblaient étrangers. Oui. Et ma mère le savait. C'est la première personne à qui je l'ai dit, confirma Sophia. Je pensais. Elle hésita pour la première fois. Je pensais qu'elle m'aiderait à te joindre. J'avais 19 ans, j'étais effrayé, sans famille vers qui me tourner. Au lieu de cela, elle m'a offert de l'argent pour régler le problème et disparaître de ta vie. Nathan se sentit physiquement mal. Et l'as-tu pris? La colère brilla dans les yeux de Sophia. Non. J'ai refusé son argent. Je lui ai dit que j'élèverais le bébé seul. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Toutes ces années, murmura Nathan, essayant de comprendre l'énormité de ce qu'il apprenait. Je ne savais pas que j'avais un fils. Je te crois, dit Sophia doucement, le surprenant. Je le vois sur ton visage. Tu ne savais vraiment pas. J'aurais été là, dit-il avec véhémence. Pour vous deux. Tu dois me croire. Peut-être. Le regard de Sophia était fixe. Mais nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Tu as continué à bâtir ton empire. J'ai cumulé 3 emplois pour nourrir et habiller notre fils. Nous vivions dans des mondes différents, Nathan. Et maintenant, demanda-t-il, la voix. Sophia jeta un coup d'œil à sa montre. Maintenant, je dois rentrer chez moi.
chez notre fils. Notre fils. Les mots frappèrent Nathan avec la force d'un coup. Je veux le rencontrer, dit-il immédiatement. Sophia se leva, ramassant son sac. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Il ne sait rien de toi. Pas vraiment. Je ne lui ai jamais menti, mais... Mais quoi? Mais comment expliques-tu à un enfant que son père n'a jamais su qu'il existait? 3 jours après leur conversation au café, Nathan se retrouva assis sur un banc de parc, ses mains habituellement stables trahissant sa nervosité alors qu'il vérifiait sa montre pour la 5e fois en autant de minutes. Sophia avait finalement accepté qu'il rencontre Thomas, bien qu'elle ait été claire sur les conditions, ils se rencontreraient dans un lieu public, elle serait présente tout le temps, et Nathan ne serait présenté que comme un vieil ami. Toute révélation sur sa véritable identité viendrait plus tard, après qu'ils aient eu la chance d'évaluer comment Thomas pourrait réagir. Nathan les repéra avant qu'ils ne le voient, Sophia marchant aux côtés d'un garçon dégingandé avec un étui de guitare en bandoulière. Même de loin, la ressemblance était frappante. Thomas avait hérité de la taille de Nathan, de sa mâchoire anguleuse et de sa façon de se mouvoir avec détermination. Mais ses yeux, c'étaient ceux de Sophia, chauds et expressifs. Nathan se leva à leur approche, luttant contre l'envie de dévisager le fils dont il ignorait l'existence. « Salut », réussit-il à dire, sa confiance habituelle en salle de conseil introuvable. « Thomas, voici Nathan », dit calmement Sophia. « L'ami dont je t'ai parlé. » Le garçon déplaça son étui de guitare et tendit la main avec une maturité qui prit Nathan au dépourvu. « Ravi de vous rencontrer, monsieur. »« Juste Nathan, ça ira », répondit-il en serrant la main de son fils pour la première fois. Ce simple contact provoqua une vague d'émotion qu'il eut du mal à dissimuler. « Maman dit que tu connais la musique », dit Thomas, la curiosité évidente dans sa voix. « Je jouais autrefois », admit Nathan. « Ta mère était ma meilleure élève. » Thomas jeta un regard surpris à Sophia. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais eu un professeur. »« Il y a beaucoup de choses sur ma jeunesse tumultueuse que tu ne connais pas, » répondit Sophia avec une légèreté qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Puis-je t'entendre jouer » demanda Nathan en désignant l'étui de guitare. Thomas hésita, regardant sa mère qui acquiesça d'un signe encourageant. « Je m'entraîne pour le spectacle de talent de mon école, » expliqua-t-il en ouvrant la fermeture éclair de l'étui et en sortant une guitare acoustique qui avait connu des jours meilleurs. Nathan remarqua des zones usées sur le manche et des éraflures sur le corps, signe d'une utilisation fréquente et de ressources limitées. Alors que Thomas commençait à jouer, Nathan eut le souffle coupé. La technique du garçon n'était pas académique, mais son talent naturel était indéniable. Il jouait avec la même compréhension intuitive du rythme et de la mélodie que Nathan avait possédé à son âge, avant que les exigences professionnelles n'aient relégué la musique à la périphérie de sa vie. « C'est une composition originale », expliqua Sophia à voix basse alors que Thomas se concentrait sur un passage difficile. Il écrit sa propre musique. La fierté gonfla la poitrine de Nathan, une sensation inconnue mêlée à une perte profonde pour toutes les années qu'il avait manquées. Quand Thomas eut fini, Nathan resta sans voix un instant. « C'était excellent », dit-il finalement. « Vraiment excellent. » Thomas baissa la tête, content mais embarrassé par les éloges. « Ça a encore besoin de travail. »« Toutes les bonnes compositions en ont besoin », répondit Nathan. « La différence, c'est de savoir quelles parties affiner et lesquelles laisser telles quelles. Pourriez-vous » Thomas jeta un nouveau coup d'œil à sa mère, puis à Nathan. « Pourriez-vous peut-être me montrer comment vous arrangeriez la section du pont ? Elle ne coule pas bien. »« Je serais honoré, » dit Nathan, veillant à garder son sang-froid alors que tout ce qu'il voulait, c'était dire à ce garçon remarquable qu'il était son père. Pendant l'heure suivante, ils s'assirent sur le banc du parc, s'échangeant la guitare, parlant le langage universel de la musique. Nathan regarda le visage de son fils s'illuminer de compréhension lorsqu'il lui montra une progression d'accords, vit la concentration lorsqu'il essaya de la reproduire, la même expression que Nathan avait vue d'innombrables fois dans les miroirs des salles de conseil. Sophia se tenait légèrement à l'écart, les bras croisés, son expression réservée mais pas hostile, alors qu'elle était témoin de leur connexion instantanée. Lorsque Thomas rit à quelque chose que Nathan dit, un rire profond et sincère qui transforma son visage sérieux, ses yeux rencontrèrent ceux de Nathan par-dessus la tête de leur fils. À cet instant d'émerveillement partagé, quelque chose changea entre eux. Pas le pardon, exactement, mais peut-être le premier pont fragile jeté par-dessus 13 années d'absence. Le domaine des Reynolds se dressait, comme toujours, imposant, immaculé et froid. Nathan ne l'avait pas visité depuis des mois,
Sa communication avec sa mère se limitant à des appels téléphoniques nels sur des questions commerciales. Maintenant, alors qu'il approchait de la grande entrée, chaque pas semblait lourd de sens. La gouvernante qui ouvrit la porte ne put cacher sa surprise. « Monsieur Reynolds, nous ne vous attendions pas. Ma mère est-elle à la maison, Madame Collins ?»« Dans le solarium, monsieur. » Nathan traversa le hall en marbre, passant devant le salon de réception où personne ne vivait jamais, et se dirigea vers la véranda que sa mère avait revendiquée comme son sanctuaire personnel. Le claquement de ses chaussures sur le sol poli annonça son arrivée avant qu'il n'apparaisse dans l'embrasure de la porte. Victoria Reynolds leva les yeux de sa tablette, des cheveux argentés parfaitement coiffés encadrant un visage que des crèmes coûteuses et des interventions discrètes avaient gardé remarquablement jeune à 65 ans. Elle commandait toujours chaque pièce où elle entrait. Nathan. Son nom était une affirmation, pas une question. C'est inattendu. Vraiment ? Il resta debout, déclinant son invitation gestuelle à s'asseoir. Quelque chose dans son ton la fit poser sa tablette. Quelque chose s'est passé à l'entreprise. J'ai vu Sophia et il y a 3 jours. Le nom flotta dans l'air entre eux. Si Nathan avait nourri le moindre doute sur la culpabilité de sa mère, il s'évanouit lorsqu'il vit la lueur momentanée dans ses yeux, non pas la surprise, mais le calcul. La fille de tes années d'université. La voix de Victoria resta maîtrisée. Quelle nostalgie. J'ai un fils, déclara Nathan sèchement. L'assurance de Victoria vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Je vois. Non, mère. Je ne pense pas que tu vois, continua Nathan, la voix dangereusement calme. J'ai un fils de 12 ans dont j'ignorais l'existence parce que tu t'en es assuré. Nathan, as-tu intercepté ces lettres? Ces appels? La coupe à Théil. M'as-tu menti quand tu as dit qu'elle avait déménagé sans laisser d'adresse? Victoria se leva, lissant son pantalon impeccable avec des mains manucurées. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger son enfant d'une erreur qui changerait sa vie. C'est mon fils. Le contrôle de Nathan céda finalement. Tu m'as privé de mon propre enfant pendant 12 ans. C'était une serveuse venue de nulle part, n'ayant rien à offrir qu'un joli visage et une grossesse inattendue, rétorqua Victoria, sa propre voix s'élevant. Tu avais 19 ans, tout ton avenir devant toi. Oxford, l'entreprise, tout ce que ton père et moi avions construit. Alors tu l'as payé pour qu'elle disparaisse, exigea Nathan. Je lui ai offert une opportunité, corrigea Victoria. Une opportunité généreuse. Qu'elle a refusée, dit Nathan. Cela t'a surprise, mère? Que tout le monde ne puisse pas être acheté? L'expression de Victoria se durcit. Cette fille t'aurait piégé dans une vie médiocre, liée à un enfant avant même que tu n'aies commencé à vivre. Regarde ce que tu as accompli sans ce fardeau. Fardeau, répéta Nathan, incrédule. Mon fils n'est pas un fardeau. C'est un garçon remarquable, doté d'un talent extraordinaire, qui a grandi sans son père à cause de tes manipulations. Et maintenant quoi? La voix de Victoria devint froide. Tu vas jeter par-dessus bord tout ce que tu as construit pour une culpabilité mal placée? Pour une famille toute faite qui s'attendra inévitablement à avoir accès à ta fortune? Le rire de Nathan fut amer. C'est tout ce que tu peux imaginer, n'est-ce pas? Qu'ils doivent vouloir quelque chose de moi? Que les vraies connexions ne peuvent exister sans transaction? Je connais le monde mieux que toi, insista Victoria. Cette serveuse est son fils? Il s'appelle Thomas, l'interrompit Nathan. Le nom de mon fils est Thomas. Tu manigances quelque chose. Tu as ce regard. Eric s'appuya contre le cadre de la porte du bureau de Nathan, les bras croisés. Quel regard? Nathan ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. Celui que tu avais avant qu'on acquiert Westfield Tech. Déterminé, mais légèrement imprudent. Eric ferma la porte derrière lui. C'est à propos de Sophia et de ton fils, n'est-ce pas? Nathan leva enfin les yeux. Je dois arranger ça, Eric. 12 ans ne peuvent pas être récupérés, mais je peux m'assurer de ne pas manquer un autre jour. Ta mère m'a appelé, dit Eric prudemment. Elle s'inquiète que tu prennes des décisions impulsives. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le rire de Nathan n'avait aucune once d'humour. Laisse-moi deviner. Elle a insinué que Sophia devait en vouloir à mon argent. Que je suis manipulé par la culpabilité. Quelque chose comme ça, admit Eric en s'asseyant en face de Nathan. Quel est ton plan? Je dois aborder cela avec précaution. Thomas ne sait pas encore que je suis son père.
Si les médias en ont vent, l'enfant secret du PDG de Reynolds, ce serait un cirque. Et traumatisant pour le garçon, ajouta Eric. Sans parler de ce que cela pourrait faire à la réputation de Sophia. L'expression de Nathan s'assombrit. Elle a travaillé si dur pour leur construire une vie. Je ne laisserai pas ma présence détruire ça. Alors, quelle est ta stratégie? J'ai besoin d'alliés, répondit Nathan. Des gens qui connaissent Sophia, qui peuvent m'aider à comprendre comment faire partie de leur vie sans tout perturber ce qu'elle a construit. Et tu as quelqu'un en tête? Jenna Miller. Elle dirige le restaurant Saphir où Sophia travaille. Elle semble proche. Sophia a mentionné que c'est elle qui a arrangé l'accord pour qu'elle joue du piano. Eric sortit son téléphone, les doigts déjà en train de taper. Je vais organiser une réunion. Discrètement, souligna Nathan. Ai-je jamais été autre chose? Eric haussa un sourcil. 2 jours plus tard, Nathan était assis dans la cabine d'angle tranquille d'un modeste café, à plusieurs kilomètres du quartier financier, loin des cercles où il pourrait être reconnu. Jenna Miller entra pile à l'heure, une femme d'une 40aine d'années aux yeux perspicaces qui l'évaluèrent de fond en comble avant même qu'elle ne s'assoie. Monsieur Reynolds. Elle ne lui tendit pas la main. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors allons droit au but. Pourquoi suis-je ici? Merci d'être venu, dit Nathan. Je veux parler de Sophia et... L'expression de Jenna se durcit. Si vous êtes ici pour lui causer des ennuis? Le contraire, interrompit Nathan. Je veux l'aider, elle et Thomas. Après 12 ans de silence. Son scepticisme était palpable. Je n'ai appris l'existence de Thomas que la semaine dernière, dit Nathan doucement. Ma mère s'est assurée que je ne sache jamais qu'il existait. Quelque chose dans son ton dut la convaincre, car la posture de Jenna changea légèrement. Sophia a mentionné qu'elle vous avait croisé. Elle n'a pas partagé de détails. Elle protège Thomas. Comme il se doit. Jenna l'étudia. Que voulez-vous de moi? Des éclaircissements. Des conseils. Je veux faire partie de leur vie, mais je ne veux pas perturber ce que Sophia a construit. J'ai besoin de comprendre comment faire cela correctement. Jenna le considéra un long moment. Saviez-vous qu'elle joue votre chanson chaque année, le jour de l'anniversaire de Thomas? La révélation frappa Nathan comme un coup de poing. Non. Pendant 12 ans, continua Jenna, peu importe son service, elle venait après ses heures et jouait ce morceau. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était pour que Thomas ait quelque chose de son père, même s'il ne le savait pas. Une consultante en musique? Sophia regarda la carte de visite que Nathan lui avait tendue, le scepticisme évident dans son sourcil levé. Pour Reynolds Innovation? Ils étaient assis dans le même café où ils avaient eu leur première vraie conversation après 13 ans de séparation. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Nathan avait rencontré Thomas, et il avait revu son fils 2 fois de plus, des visites prudentes et supervisées qui le laissaient désireux de plus de connexion. Nous lançons une nouvelle gamme de technologies audio, expliqua Nathan. Des casques et des haut-parleurs haut de gamme conçus pour les musiciens et les professionnels de l'audio. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la musique du point de vue d'un interprète, pas seulement de l'ingénierie. Et tu as pensé à moi? Son ton restait neutre, n'acceptant ni ne rejetant. Tu es qualifié, dit-il simplement. Tu termines ton diplôme de musique, tu enseignes, tu te produis, et tu comprends le son d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Ça ressemble à de la charité, Nathan. Ce n'en est pas. Sa réponse fut ferme. C'est du business. J'ai besoin de quelqu'un avec ton expertise, et tu as besoin. Il s'arrêta. D'argent, finit-elle pour lui, une légère pointe dans la voix. D'une opportunité professionnelle, corrigea-t-il. La chance d'utiliser ton talent et tes connaissances dans un domaine qui les valorise correctement. Le salaire est proportionnel aux normes de l'industrie pour les consultants. Sophia l'étudia, pesant ses mots par rapport à d'éventuels motifs cachés. Et cela n'a rien à voir avec Thomas. Cela a tout à voir avec Thomas, admit Nathan. Et avec toi. Mais cela ne rend pas le poste moins légitime. Je veux faire partie de vos 2 vies, Sophia. C'est une façon pour moi de le faire sans perturber ce que tu as construit. Elle retourna la carte entre ses doigts. Je garderai toujours mes emplois au restaurant et d'enseignante. Initialement, oui. La consultation serait à temps partiel, horaire flexible. Si ça marche, nous pourrions discuter d'un arrangement plus permanent. Sophia resta silencieuse un long moment. Thomas t'a bien aimé, dit-elle finalement.
La simple déclaration remplit Nathan d'une joie disproportionnée. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Il a posé des questions sur toi après que nous ayons quitté le parc. Il voulait savoir comment je te connaissais, pourquoi tu comprenais si bien la musique. Elle le regarda droit dans les yeux. Je ne lui ai pas menti, mais je ne lui ai pas tout dit non plus. Quand lui dirons-nous, demanda Nathan, la question qui le pesait depuis leur première rencontre. Je ne sais pas, admit Sophia. C'est compliqué. Il a cette idée de son père comme quelqu'un qui ne savait pas pour lui, ce qui est vrai. Mais il a construit tout un récit autour de ça, qui le protège du sentiment de rejet. Je ne le rejetterai jamais, dit Nathan avec véhémence. Je le sais maintenant. Sa voix s'adoucit. Mais Thomas a eu 12 ans pour imaginer qui pourrait être son père. La réalité que tu es Nathan Reynolds, PDG d'un empire technologique, c'est beaucoup à encaisser pour un enfant de 12 ans. Nathan acquiesça, acceptant la sagesse de sa prudence. Alors, nous construisons d'abord la confiance ? Oui. Et le poste de consultante ? Sophia prit une profonde inspiration. J'y réfléchirai. 3 jours plus tard, Sophia accepta le poste. En quelques semaines, elle venait sur le campus de Reynolds Innovation 2 fois par semaine, travaillant avec l'équipe d'ingénierie audio sur leur nouvelle gamme de produits. Nathan garda ses distances sur le plan professionnel, lui permettant d'établir sa propre réputation au sein de l'entreprise. Mais ils commencèrent à se rencontrer régulièrement pour discuter de Thomas. Lentement, prudemment, Nathan commença à construire une relation avec son fils. D'abord par des cours de musique arrangés par Sophia, puis par des sorties décontractées qui leur permettaient de se connaître sans la pression de la paternité révélée. Ce qu'il n'aurait pas pu anticiper, c'est comment ses pas prudents vers son fils réveilleraient des sentiments pour la mère, des sentiments qui n'étaient jamais vraiment morts, juste enfouis sous des années d'ambition et d'indifférence fabriquée. Victoria Reynolds n'était pas une femme qui acceptait la défaite avec grâce. Nathan aurait dû se souvenir de cette vérité fondamentale concernant sa mère. Monsieur Reynolds, il y a une Madame Carter qui désire vous voir, annonça son assistante par l'interphone. Elle dit que c'est concernant une affaire personnelle. Nathan ne reconnut pas le nom, mais quelque chose dans le ton de son assistante le mit mal à l'aise. Faites-la entrer. La femme qui entra dans son bureau était méticuleusement vêtue de vêtements de marque qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient toujours légèrement déplacés sur sa silhouette, comme quelqu'un jouant un rôle qu'elle ne maîtrisait pas tout à fait. Monsieur Reynolds, merci de me recevoir. Elle tendit une main manucurée. Melissa Carter, rédactrice en chef art de vivre au City Business Journal. Nathan lui serra la main avec une courtoisie professionnelle bien rodée. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Carter ? Je travaille sur un article de fond concernant les chefs d'entreprise qui concilient travail et vie de famille. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Nous comprenons que vous avez récemment renoué avec une ancienne relation et découvert que vous aviez un fils. Le sang de Nathan se glaça dans ses veines. Personne en dehors d'un cercle restreint ne connaissait Thomas. Je crains que vous n'ayez été mal informé. Vraiment ? Elle ouvrit un élégant portfolio, faisant glisser des photographies de Nathan avec Thomas et Sophia dans le parc. Celles-ci ont été prises la semaine dernière. La ressemblance entre vous et le garçon est frappante. Nathan garda une expression neutre malgré la rage qui montait en lui. Je ne discute pas de ma vie personnelle avec la presse, mademoiselle Carter. C'est compréhensible. Elle récupéra les photos avec une lenteur délibérée. Cependant, nos lecteurs trouvent ces histoires d'intérêt humain captivantes. Un PDG puissant découvrant un fils perdu de vue, élevé par une mère célibataire en difficulté qui travaille comme serveuse. C'est toute une histoire. La menace était à peine voilée. Nathan se pencha en avant. Qui vous a donné ces photos ? Une source anonyme, répondit-elle suavement. Quelqu'un qui s'inquiète que vous soyez manipulé. Sa mère. Ce devait être elle. C'était la contre-attaque de Victoria, menaçant d'exposer Thomas à l'examen des médias si Nathan ne se retirait pas de sa famille nouvellement découverte. Que voulez-vous exactement ? Juste une exclusivité. Votre histoire, racontée à votre manière. Son sourire s'élargit. Autrement, quelqu'un d'autre pourrait la raconter à sa manière. Après avoir accompagné mademoiselle Carter avec des promesses évasives d'examiner sa proposition, Nathan appela immédiatement Eric dans son bureau et lui expliqua la situation. « Ta mère joue la manière forte », dit Eric après avoir entendu les détails. « Elle utilise la menace de la publicité pour creuser un fossé entre toi et Sophia.
Ça ne marchera pas, répondit Nathan d'un air sombre. Mais je dois prévenir Sophia. Ce soir-là, Nathan se rendit pour la première fois au modeste immeuble d'appartement de Sophia. Le contraste entre sa réalité et la sienne le frappa avec force. Non pas le manque de luxe, mais la chaleur. Alors que son Penthouse était un monument au design minimaliste, sa maison vibrait de vie, des partitions encadrées au mur, un piano droit usé dans un coin, les récompenses scolaires de Thomas fièrement exposées. Quand il lui parla de la journaliste, Sophia resta très immobile sur son canapé usé, les mains jointes sur ses genoux. C'était toujours le risque, dit-elle doucement. L'exposition. Je suis désolé, dit Nathan. Ma mère? Ce n'est pas seulement ta mère, interrompit Sophia. Nathan, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose qui pourrait changer ce que tu ressens à propos de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Demanda Nathan, la tension s'insinuant dans sa voix. Sophia prit une profonde inspiration. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée. 19 ans, seule, aucun soutien familial. J'ai essayé de joindre directement ton dortoir à Oxford, mais je n'arrivais pas à te joindre. Alors, en désespoir de cause, je suis allé voir ta mère. Elle marqua une pause, rassemblant ses forces pour ce qui allait suivre. Pendant que j'étais là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Un étudiant diplômé qui rendait visite à ta mère pour discuter d'un programme de bourse. Il s'appelait Michael Donovan. Le front de Nathan se plissa. Le nom lui était vaguement familier. Michael a été gentil avec moi quand ta mère ne l'était pas, continua Sophia. Il m'a offert son soutien, une épaule sur laquelle pleurer. Nous sommes devenus amis. Amis, répéta Nathan, une question dans le ton. Oui, amis, souligna Sophia. Mais ta mère a apparemment suggéré à des gens que Michael et moi étions plus que ça. Que nous avions une relation amoureuse à l'époque où Thomas a été conçu. Nathan sentit son estomac se nouer. Elle remet en question la paternité de Thomas? Oui. Les yeux de Sophia croisèrent les siens, fermement. Ce n'est pas vrai, Nathan. Thomas est ton fils. Mais ta mère est assez désespérée pour semer le doute. Je voulais que tu l'entendes de ma bouche avant que quelqu'un d'autre ne le suggère. As-tu encore des contacts avec ce Michael? Demanda Nathan prudemment. Non. Il a déménagé en Californie il y a des années. Sophia hésita. Mais ta mère l'a peut-être contacté. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu lui offrir pour qu'il corrobore son histoire. Nathan passa une main dans ses cheveux. C'est ce qu'elle fait. Elle sème le doute, trouve des leviers, manipule les circonstances jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Une pensée soudaine le frappa. Ça n'a pas d'importance. Quoi, ça n'a pas d'importance, répéta Nathan avec une conviction croissante. Même s'il y avait une question ou ce qui, je sais, n'est pas le cas et que cela ne changerait rien à ce que je ressens pour Thomas. Ces dernières semaines, à le connaître, c'est mon fils, Sophia. De toutes les manières qui comptent. Les yeux de Sophia brillèrent de larmes inattendues. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie d'entendre ça. Un coup à la porte de l'appartement les interrompit. Sophia essuya rapidement ses yeux. C'est probablement Thomas. Il était chez son ami pour travailler sur un projet scientifique. Quand elle ouvrit la porte, Thomas entra, un étui de guitare dans une main, son sac à dos sur l'épaule. Il se figea en voyant Nathan. « Salut », dit-il, la surprise évidente dans sa voix. « Je ne savais pas que tu venais. »« Un truc de dernière minute », expliqua Nathan, essayant de paraître décontracté. « Ta mère et moi discutions du projet audio. » Thomas acquiesça, mais son expression suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu. À 12 ans, il devenait perspicace quant aux dynamiques adultes. « Cool. Je vais ranger mes affaires. » Après qu'il eut disparu dans sa chambre, Sophia se tourna vers Nathan. « Nous devons lui dire bientôt. Il commence à poser des questions. »« Je suis d'accord, » dit Nathan. « Que dirais-tu de ce week-end? Nous pourrions l'emmener au chalet du lac. Territoire neutre, loin des regards indiscrets. » Ça me semble bien, acquiesça Sophia. Je vais m'arranger au travail. Ce qu'aucun d'eux n'avait anticipé, c'était la détermination de Victoria à contrôler le récit. 2 nuits plus tard, Sophia devait interpréter ses propres compositions au saphir pour la première fois, un événement spécial que Nathan avait discrètement arrangé avec Jenna pour mettre en valeur le talent de Sophia. Thomas était en coulisses, prévoyant de surprendre sa mère avec des fleurs après sa prestation. Nathan était en retard, retenu par une conférence téléphonique d'urgence, lorsque Victoria passa à l'action.
Elle arriva au Saphir à l'improviste, élégamment vêtue et rayonnant d'autorité. Utilisant son nom et sa présence imposante, elle accéda aux loges où Sophia se préparait. « Je pensais qu'il était temps que nous parlions directement », annonça Victoria en entrant dans la petite loge sans frapper. De femme à femme. Sophia se leva, surprise mais calme. « Madame Reynolds, je joue dans 20 minutes. » « Cela ne prendra pas longtemps, » dit Victoria d'un ton dédaigneux. « Je vous offre une seconde chance pour ce que vous avez refusé il y a 13 ans. Un règlement très généreux en échange de votre départ, vous et votre fils, loin de Nathan. » « Je n'ai jamais demandé d'argent à Nathan, » répondit Sophia d'une voix égale. « Tout le monde a un prix, » rétorqua Victoria. « Dites le vôtre. Pensez à ce que vous pourriez faire pour le garçon, école privée, conservatoire de musique, université sans dette. Tout cela ne requiert que votre discrétion et votre distance. Thomas a plus besoin de son père que d'école privée, dit fermement Sophia. Le rire de Victoria fut cassant. Nathan n'est pas fait pour la paternité. Il est bâti pour les salles de conseil et les empires commerciaux, pas pour les matchs de petite ligue et l'aide aux devoirs. Quand la nouveauté s'estompera, il en voudra aux contraintes de cette famille toute faite que vous essayez de lui imposer. Ce que ni l'une ni l'autre ne réalisèrent, c'est que Thomas était arrivé en avance avec ses fleurs surprises, cachées dans le couloir. Il entendit chaque mot, y compris la révélation sans équivoque de l'identité de Nathan. Thomas laissa tomber les fleurs et courut, l'esprit tourbillonnant de ce qu'il venait d'entendre. Nathan Reynolds, l'homme d'affaires prospère qui lui avait enseigné des techniques de guitare pendant des semaines, était son père. Le père que sa mère avait toujours décrit comme quelqu'un qui n'avait jamais su qu'il existait. Il se précipita par la sortie de service du restaurant dans la ruelle, à peine conscient de l'endroit où il allait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait besoin d'espace pour digérer cette révélation qui changeait tout. Nathan arriva au Saphir juste à temps pour voir une petite silhouette en veste sombre se précipiter par la porte de derrière. Quelque chose dans la posture du garçon le frappa comme familier. « Thomas » appela-t-il, mais le garçon avait déjà disparu au coin de la rue. À l'intérieur, il trouva Sophia et sa mère dans une confrontation tendue. « Que as-tu fait » demanda-t-il à Victoria. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jenna fit irruption dans la pièce. « Thomas est parti. Il a laissé ça ?» Elle brandit un petit bouquet de fleurs, maintenant légèrement écrasé. La compréhension se fit jour sur le visage de Sophia. « Il nous a entendus. Il sait. » Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de recherches effrénées. Sophia fut forcée d'annuler sa prestation tandis qu'elle et Nathan parcouraient les rues environnantes. Victoria, reconnaissant les dégâts qu'elle avait causés, retourna à sa voiture dans un silence inhabituel. Ce fut Eric qui trouva finalement Thomas, appelant Nathan pour lui donner l'emplacement, le vieux parc commémoratif, près du kiosque à musique. Quand Nathan et Sophia arrivèrent, ils trouvèrent Thomas assis seul sur un banc, son étui de guitare à côté de lui, fixant la scène vide où se tenaient les concerts d'été. Ils s'approchèrent prudemment, s'asseyant de chaque côté de lui. Pendant plusieurs longs moments, personne ne parla. « C'est ici que vous vous êtes rencontrés, n'est-ce pas » demanda finalement Thomas, la voix étonnamment assurée. « Maman m'a dit une fois qu'elle avait rencontré mon père dans un parc où il y avait des programmes de musique gratuits. »« Oui » admit doucement Sophia. « C'est ici que nous nous sommes rencontrés. » Thomas se tourna vers Nathan. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Les explications soigneusement préparées de Nathan s'évanouirent face à la question directe de son fils. « Je voulais, dit-il simplement. Nous voulions tous les deux. Nous essayons de trouver le bon moment, la bonne façon. Alors tu savais pour moi depuis, quoi, quelques semaines, et tu as décidé de débarquer dans ma vie. » La voix de Thomas se brisa légèrement malgré ses efforts pour garder son sang-froid. « Je n'ai appris ton existence que le soir où j'ai vu ta mère au restaurant, » expliqua Nathan. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte quand je suis parti pour Oxford. Je n'ai jamais reçu aucun de ces messages. Si j'avais su pour toi, Thomas, j'aurais été là chaque jour. Ta grand-mère s'est assurée que ton père ne sache rien, ajouta doucement Sophia. Et plus tard, quand nous nous sommes retrouvés, nous voulions que vous appreniez à vous connaître avant de te dire la vérité. Thomas absorba cela, ses yeux expressifs, si semblables à ceux de sa mère, reflétant sa lutte pour concilier des années d'interrogation avec cette nouvelle réalité. « J'ai écrit des chansons sur toi » dit-il finalement à Nathan. « J'ai inventé des histoires sur qui tu pourrais être, ce que tu pourrais faire. Parfois, je prétendais que tu étais un musicien en tournée mondiale, ou un scientifique découvrant des choses importantes. » Nathan sentit son cœur se serrer. Et à la place,
tu as eu un homme d'affaires qui a perdu son chemin avec la musique il y a longtemps. Mais tu joues toujours, rétorqua Thomas. Tu la comprends toujours. Grâce à ta mère, dit honnêtement Nathan. C'est elle qui a rendu la musique importante pour moi. Thomas regarda entre eux, ces deux adultes qu'il avait créés mais avaient vécu des vies séparées pendant 12 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? 3 mois passèrent. Le printemps laissa place à l'été, apportant avec lui un nouveau rythme à leur vie. Nathan acheta un appartement dans le quartier de Sofia, non pas pour remplacer son Penthouse, mais pour être plus proche de Thomas et s'insérer plus facilement dans une présence constante dans la vie de son fils. Il reconnut officiellement sa paternité, gérant discrètement les aspects juridiques avec un minimum de publicité grâce à la gestion stratégique d'Eric. Thomas, après son choc initial, embrassa la présence de son père dans sa vie avec la résilience de la jeunesse. La musique devint leur pont, des week-ends passés à explorer des techniques de guitare, Nathan enseignant à Thomas les fondements de la composition qu'il avait autrefois maîtrisée, tous deux découvrant la joie de créer ensemble. Sofia observait cette relation florissante avec un mélange de bonheur et de prudence soigneusement gardée. Les blessures de 13 ans ne se guérissaient pas facilement, mais voir Thomas s'épanouir sous la direction de son père adoucissait les angles de son ressentiment de longue date. Victoria, cependant, restait manifestement absente. Après la confrontation désastreuse au saphir, elle s'était retirée dans son manoir, ne communiquant avec Nathan que par de brefs messages formels sur des questions commerciales. Son absence était à la fois un soulagement et une ombre persistante sur leur nouvelle dynamique familiale. Puis vint l'appel que Nathan ne s'attendait jamais à recevoir. Monsieur Reynolds, la voix de l'administrateur de l'hôpital était professionnellement calme. Votre mère a été admise suite à un épisode cardiaque. Elle est stable, mais les médecins recommandent la présence de la famille. Nathan trouva Victoria plus petite qu'il ne s'en souvenait. La blouse d'hôpital et l'absence de son maquillage parfait habituel dépouillaient la façade redoutable qu'elle maintenait. Pour la première fois, il la vit simplement comme humaine, vieillissante, vulnérable, effrayée. « Tu es venu, dit-elle, une incertitude inhabituelle dans la voix. « Bien sûr que je suis venu. » Nathan s'assit à côté de son lit, maintenant une distance prudente. « Je t'ai perdu, n'est-ce pas ?» La franchise de sa question le prit au dépourvu. « Non, mère. Mais les choses ont changé. J'ai fixé des limites que tu dois respecter si tu veux faire partie de ma vie et de celle de Thomas. » L'expression de Victoria changea à la mention de son petit-fils. Le garçon, il semble brillant. Il l'est extraordinairement. Surtout en musique. Comme toi, reconnut-elle doucement. Mieux que je ne l'ai jamais été, corrigea Nathan. Un lourd silence s'étira entre eux, 13 années de tromperie et 3 mois de brouille créant un gouffre que ni l'un ni l'autre ne savait vraiment comment combler. Je pensais te protéger, dit finalement Victoria. Ton père et moi avons travaillé si dur pour construire quelque chose dont tu hériterais. Je ne pouvais pas supporter de te voir tout gâcher. Ce n'était pas ta décision à prendre, répondit Nathan, la voix ferme mais pas méchante. Tu m'as volé 12 ans avec mon fils. Tu as volé son père à Thomas. Victoria détourna le visage, mais pas avant que Nathan n'aperçoive l'impensable, une larme coulant sur sa joue. En 48 ans, il n'avait jamais vu sa mère pleurer. La semaine suivante apporta un visiteur inattendu à la chambre d'hôpital de Victoria, Thomas, serrant son clavier portable, avec Sofia attendant anxieusement dans le couloir. Thomas a insisté, expliqua Sofia lorsque Nathan la trouva là. Il voulait rencontrer sa grand-mère. Dans la chambre d'hôpital de Victoria, Thomas se tenait maladroitement au pied du lit, son clavier portable sous le bras. Victoria regarda son petit-fils avec une expression partagée entre lassitude et émerveillement. « Bonjour, Thomas, » dit-elle, son ton habituellement autoritaire adouci par les médicaments et la nature inattendue de cette visite. « Salut. » Il se balança d'un pied sur l'autre. « Maman dit que tu es ma grand-mère. » Les yeux de Victoria se tournèrent vers l'embrasure de la porte où se tenait Sofia, puis revinrent vers le garçon. « Oui, je le suis. » « J'ai apporté mon clavier, » continua Thomas en le brandissant. « Papa, je veux dire, Nathan, m'a dit que tu jouais aussi du piano autrefois. » Un éclair de surprise traversa le visage de Victoria à ce détail partagé. En effet, il y a de nombreuses années. Avant que les affaires ne deviennent dévorantes. C'est ce qu'il a dit lui être arrivé aussi. Thomas s'approcha prudemment et posa son clavier sur la table roulante de l'hôpital. « Voudrais-tu entendre quelque chose que j'ai écrit ?» L'assurance soigneusement entretenue de Victoria vacilla visiblement.
Tu composes ta propre musique? Thomas acquiesça. Papa m'aide à mieux la structurer, mais j'écris depuis que j'ai 8 ans. J'aimerais beaucoup l'entendre, dit Victoria, la formalité de son discours incapable de masquer son intérêt sincère. Thomas joua un morceau qui combinait une structure classique avec des rythmes modernes, une composition qui portait l'influence indubitable de la précision technique de Nathan et de la profondeur émotionnelle de Sophia. Tandis que ses doigts se déplaçaient sur les touches, Victoria regardait avec des yeux écarquillés, reconnaissant le talent des Reynolds qui avait sauté une génération dans sa forme la plus pure. Quand Thomas eut fini, Victoria resta silencieuse un long moment. « C'était remarquable, dit-elle finalement. Tu as un talent extraordinaire. Merci. » Thomas sourit timidement. Ce n'est toujours pas tout à fait juste dans la section du milieu. Peut-être une 7e mineure ici à la place, suggéra Victoria en pointant un endroit sur le clavier. Cela créerait plus de tension avant la résolution. Thomas essaya la suggestion, ses yeux s'illuminant devant l'amélioration. C'est parfait. Pendant les 15 minutes suivantes, grand-mère et petit-fils discutèrent de théorie musicale, trouvant un terrain d'entente inattendu. Nathan et Sophia observaient depuis l'embrasure de la porte, tout aussi stupéfaits par cette connexion imprévisible. Alors que Thomas rangeait son clavier, Victoria s'adressa directement à lui, sans la manipulation calculée qui avait caractérisé toute sa vie. « J'espère que tu pourras revenir me voir, Thomas. Peut-être quand je me sentirai plus forte. » « Bien sûr, » répondit-il avec l'acceptation simple propre aux enfants. « Remets-toi vite, grand-mère. » Après que Thomas fut sorti, Victoria regarda Sophia, debout dans l'embrasure de la porte. « Puis-je te parler seul ?» Nathan échangea un regard interrogateur avec Sophia, qui acquiesça d'un signe rassurant. « Tout ira bien. » Lorsqu'elles furent seules, Victoria prononça des mots que Sophia ne s'attendait jamais à entendre. « J'avais tort. » La simple admission flotta dans l'air entre elles. Victoria Reynolds, qui n'avait jamais admis d'erreur de sa vie, reconnaissant sa plus grande faute. « Je pensais protéger mon fils et notre héritage familial », continua Victoria avec effort. « Au lieu de cela, j'ai failli détruire sa chance de bonheur réel, et je me suis privé de la connaissance de mon petit-fils. » « Thomas a ton oreille musicale, » observa Sophia doucement. « Oui. » Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Victoria. Il tient ça des deux côtés, semble-t-il. Des deux côtés, répéta Sophia, reconnaissant ce que Victoria acceptait enfin, que Thomas était un Reynolds par le sang et par droit de naissance. Je n'attends pas de pardon, dit Victoria avec pragmatisme. Mais j'aimerais avoir l'occasion de connaître mon petit-fils, si tu me le permets. Selon tes conditions, bien sûr. Sophia étudia la femme qui avait autrefois tenté d'acheter son silence, maintenant humiliée par l'âge et les circonstances. Thomas se fait sa propre opinion des gens. Si tu es sincère avec lui, il te donnera une chance. C'est tout ce que chacun de nous peut demander. 4 mois plus tard, Nathan se tenait dans les coulisses du Riverside Concert Hall, observant les derniers préparatifs pour l'événement de la soirée. Ce qui avait commencé comme une petite collecte de fonds pour l'éducation musicale des jeunes avait évolué en quelque chose de beaucoup plus grand sous sa direction. Un gala de charité mettant en vedette de jeunes musiciens prometteurs issus de communautés défavorisées, dont tous les profits financeraient des bourses et des instruments. Et en tête d'affiche de l'événement se trouvait Sophia, montant enfin sur scène professionnellement, comme elle en rêvait depuis ses 19 ans. Nerveuse, demanda-t-il en s'approchant d'elle alors qu'elle revoyait sa musique une dernière fois. Terrifiée, admit-elle avec un sourire qui démentait ses paroles. Mais de la meilleure façon possible. Au cours des mois qui avaient suivi le début de la réconciliation de leur famille, Nathan avait vu Sophia s'épanouir. Elle avait réduit ses heures au restaurant pour se concentrer sur son poste de consultante, qui avait évolué en un rôle à plein temps de directrice créative pour la division audio. Son expertise musicale s'était révélée inestimable, lui valant le respect des ingénieurs et des cadres. Mais plus significatif encore était le changement dans sa confiance, la façon dont elle se tenait maintenant, non plus courbée par le poids de la monoparentalité et des difficultés financières. Elle se tenait plus droite, riait plus librement et se permettait de rêver à nouveau de la carrière musicale qu'elle avait autrefois abandonnée. « J'ai quelque chose pour toi », dit Nathan en sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Je porte ça sur moi depuis 13 ans. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une délicate bague en platine ornée d'un petit saphir parfait. « Tu l'as gardé tout ce temps. »« Je l'ai acheté la semaine avant de partir pour Oxford », expliqua-t-il. «
Je prévoyais de te demander en mariage à mon retour pour les vacances de Noël. Nathan, commença Sophia, la voix étranglée par l'émotion. Je ne te demande pas encore en mariage, précisa-t-il rapidement. Je sais que nous sommes encore en train de nous retrouver. Mais je voulais que tu saches que même alors, je savais que ce que nous avions valait la peine de construire une vie autour. Je le crois toujours, Sophia. Plus que jamais. Elle toucha doucement la bague, des larmes brillant dans ses yeux. Garde-la en sécurité encore un peu, murmura-t-elle. Mais pas trop longtemps. De l'auditorium parvint le son de l'orchestre s'échauffant. Le régisseur s'approcha avec un avertissement de 5 minutes. Merde, dit Nathan en lui serrant la main. Thomas et moi serons au premier rang. Victoria aussi. Sophia acquiesça, prenant une profonde inspiration alors qu'elle se préparait à monter sur scène. L'avenir s'étendait devant eux, non pas parfait, toujours compliqué, mais plein de possibilités qui avaient autrefois semblé impossibles à retrouver. Et tandis que le rideau commençait à se lever, Nathan sut avec une certitude absolue que la mélodie qui les avait autrefois réunis continuerait de jouer, plus forte et plus belle pour avoir été interrompue. Le jardin de la nouvelle maison de Nathan, une demeure spacieuse mais sans prétention à mi-chemin entre son monde professionnel et le quartier de Sophia, était fleuri des premières couleurs de l'été. Des chaises blanches disposées en demi-cercles intimes faisaient face à une arche tressée d'hortensias bleues et de roses blanches, sous laquelle se tenait un quatuor à cordes accordant ses instruments. Ce n'était pas le somptueux mariage mondain que Victoria aurait pu autrefois imaginer pour son fils, mais alors qu'elle prenait place au premier rang, son expression témoignait d'un contentement sincère plutôt que de résignation. À côté d'elle était assis Eric, devenu un allié inattendu dans la reconstruction des ponts entre les générations. Nerveux, demanda Eric à Nathan, redressant la cravate de son ami alors qu'ils attendaient près de la maison. Pas d'épouser Sophia, répondit honnêtement Nathan. Mais pour le discours que Thomas et moi avons préparé? Absolument terrifié. Thomas sortit de la maison dans un costume assorti à celui de son père, les cheveux soigneusement peignés bien que résistant encore à un contrôle total. À 13 ans, il était presque aussi grand que Sophia, atteignant la taille de son père avec une rapidité adolescente. « Maman est prête », annonça-t-il. Jenna l'aide pour les dernières retouches. La cérémonie simple commença par de la musique traditionnelle, mais alors que Sophia apparaissait sur le chemin du jardin au bras de Thomas, son cavalier à sa propre demande insistante, le quatuor passa à la mélodie que Nathan avait composée pour elle toutes ces années auparavant, maintenant arrangée en marche nuptiale. Les yeux de Sophia rencontrèrent ceux de Nathan à travers le jardin, un sourire privé passant entre eux à cette déclaration musicale de leur parcours. Au lieu de l'échange conventionnel de vœux, Nathan et Sophia avaient choisi quelque chose d'unique. Après les brèves paroles du pasteur, ils se tournèrent vers le petit piano à queue crapaud qui avait été positionné sous un cerisier en fleurs. Ensemble, ils s'assirent au banc, sans parler, commencèrent à jouer le morceau qu'ils avaient composé ensemble au cours de l'année écoulée. Ils racontèrent leur histoire à travers la musique, commençant par la mélodie originale de Nathan, se transformant par des variations qui parlaient de séparation et de désir, introduisant des éléments discordants qui se résolvaient en quelque chose de plus complexe et de plus beau que le thème original. Leurs doigts bougeaient en parfaite synchronie, une conversation sans mots qui arracha des larmes aux yeux même des invités les moins sentimentaux. Alors que le morceau atteignait son crescendo, Thomas s'avança, soulevant sa guitare pour rejoindre ses parents dans le mouvement final, leurs 3 instruments créant une harmonie qui avait autrefois semblé impossible. Lorsque les dernières notes s'évanouirent, le jardin resta silencieux un instant haletant avant d'éclater en applaudissements. Plus tard, alors que le crépuscule s'installait sur la réception, Victoria s'approcha de Sophia, qui regardait Nathan et Thomas absorbés dans une conversation avec un jeune étudiant en musique ayant reçu la première bourse Reynolds. « Tu as donné à mon fils quelque chose que je n'aurais jamais pu lui donner », dit Victoria doucement. Une famille bâtie sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Sophia se tourna, surprise par la vulnérabilité inhabituelle dans la voix de sa belle-mère. « Nous avons tous contribué à cette famille, Victoria. Même toi. » Victoria haussa un sourcil interrogateur. « Sans ton ingérence, nous nous serions peut-être installés dans une vie confortable mais ordinaire, » expliqua Sophia. « Au lieu de cela, nous avons tous été forcés d'examiner ce qui compte vraiment, de nous battre pour cela, de pardonner. Cela a créé quelque chose de plus fort que ce que nous aurions pu avoir autrement. » Victoria considéra cette perspective, celle qui offrait la rédemption sans excuser ses actions. « Peut-être as-tu raison. Bien que je ne recommanderais mes méthodes à personne. » Un petit sourire fugace effleura ses lèvres,
une reconnaissance de sa propre évolution. La soirée s'approfondit, les invités commencèrent à partir. Thomas, épuisé mais heureux, était assis avec sa grand-mère, lui montrant sa dernière composition sur sa tablette. Nathan trouva Sophia debout seule au bord du jardin, contemplant les étoiles qui apparaissaient dans le ciel nocturne dégagé. « Des regrets, Madame Reynolds ?» demanda-t-il en lui passant un bras autour de la taille. « Pas un seul » répondit-elle en se penchant contre lui. « Bien que je garde et professionnellement. J'ai travaillé trop dur pour établir ma réputation dans l'industrie pour y renoncer maintenant. Je ne l'aurais pas voulu autrement » l'assura Nathan. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant les lucioles commencer à illuminer le jardin de leurs lueurs intermittentes. « J'ai eu une idée » dit finalement Nathan. La fondation Reynolds s'est concentrée sur le mécénat d'entreprise pendant des années. Et si nous réorientions une partie de ces ressources vers l'éducation musicale? Pas seulement des bourses, mais des programmes communautaires comme celui où nous nous sommes rencontrés. Les yeux de Sophia s'illuminèrent. Des programmes qui pourraient atteindre des enfants qui n'auraient peut-être jamais de leçons formelles autrement. Exactement. Nous pourrions commencer ici même en ville, puis nous étendre à l'échelle nationale si cela s'avère concluant. J'adore ça, dit-elle, puis rit soudainement. Écoute-nous, le soir de notre mariage, en train de planifier des projets de travail. Pas du travail, corrigea Nathan, la voix douce. Un but. Quelque chose que nous construisons ensemble. Comme la musique que nous avons jouée aujourd'hui. De la terrasse parvint le son de Thomas jouant de la guitare, une douce improvisation autour de la mélodie qui avait réuni ses parents et finalement conduit à son existence. Victoria était assise à proximité, la tête penchée en appréciation du talent de son petit-fils. La boucle est bouclée, observa Sophia. Bien que le cercle soit plus grand maintenant, avec de la place pour nous tous. Nathan acquiesça en lui serrant la main. Le voyage depuis cette première nuit au restaurant Saphir, lorsqu'une mélodie oubliée avait ravivé ce que le temps et la tromperie n'avaient pu éteindre, n'avait été ni droit ni simple. Il y avait eu de la douleur, des confrontations, des vérités difficiles et un pardon durement acquis. Mais alors qu'ils rejoignaient leur fils et leur famille élargie sous le ciel étoilé, la mélodie continuait, plus forte et plus riche pour avoir enduré le silence entre ces mouvements.